Bonjour à toutes et à tous. Dans les chroniques précédentes, nous avons établi le caractère structurellement déficitaire du mode de production de la société industrielle croissanciste pour peu que nous établissions ces comptes de façon sincère et probante, c'est-à-dire en comptabilité de stock, au lieu de cette comptabilité de flux incomplète choisie par les gestionnaires croissancistes pour mieux masquer les conséquences comptables de la prédation illimitée des ressources naturelles finies de la planète. Et nous nous sommes quittés mardi dernier, à la fin de la chronique numéro 8, sur cette interrogation. Mais comment les gestionnaires de la société industrielle croissanciste s'y prennent-ils donc pour faire face à cette situation de déficit chronique, structurel et sans issue? Et comment s'y prennent-ils également pour que les populations ne se rendent pas compte de la réalité de cette situation déficitaire? Alors, une première réponse à cette question tient dans le fait que les gestionnaires de la société industrielle croissanciste, qui maîtrisent les principaux outils de communication de masse, affirment haut et fort, au contraire, que leurs comptes sont en équilibre, ou que le léger déficit qu'ils veulent bien avouer n'a rien d'inquiétant, et que la confiance des peuples en leurs dirigeants sur ce point ne paraît pas avoir été encore entamée. Alors c'est ainsi que nous avons établi, après avoir analysé en détail la décroissance des rendements énergétiques et également la dissipation continue de la matière utilisable, nous avons établi que cette réalité physique se traduisait en termes comptables par ce déficit, qui est abyssal, qui est irrémédiable du compte d'exploitation. Pour peu que ce dernier soit présenté, nous l'avons dit, de façon à restituer une image juste et sincère de l'activité économique, et non pas, bien entendu, sous la forme de l'unique marqueur du PIB dont nous avons largement prouvé, le PIB, qui ne mesurait en rien la bonne santé, c'est-à-dire le caractère pérenne d'un système économique. Dès lors, dans un deuxième temps, nous pourrions nous poser la question de savoir si les gestionnaires oligocratiques sont réellement conscients du fait que leur système fonctionne à perte, et sont réellement conscients, ou bien s'ils cherchent uniquement à cacher cette réalité pour des raisons démagogiques, je dirais plus précisément pour des raisons électorales, jugeant avec raison qu'un aveu d'échec signifierait pour eux le début de la fin de l'aventure qu'ils ont entrepris de façon irraisonnée, voire irraisonnable, depuis 170 ans. Une autre hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas forcément exclusive de la première, serait de considérer qu'ils l'ignorent, ce déficit, qu'ils l'ignorent tout simplement, qu'ils n'en ont pas conscience, aveuglés qu'ils seraient, en raison du formatage de leur pensée économique, par les enseignements qu'ils ont reçus dans les grandes écoles du pouvoir dont ils sont issus. Ceux qui pencheraient pour la première hypothèse risqueraient, par les temps qui courent de schématisation de la pensée, d'être immédiatement catégorisés dans la rubrique des promoteurs de la théorie du complot. Cette option, en effet, elle équivaudrait à conférer aux gestionnaires de la société industrielle croissanciste à leur prêter des intentions machiavéliques, à les présenter comme de redoutables rapaces, prêts à tous les stratagèmes pour saigner à blanc le peuple, pour leur seul profit pécuniaire, et par le truchement d'un mode de production économique dont ils sauraient par avance qu'il est voué à l'échec. Cette vision des choses n'est naturellement pas la mienne. Elle n'est pas la mienne, ne serait-ce que parce qu'elle risquerait de mettre en danger ma liberté d'expression, voire ma liberté physique tout court, toujours par les temps qui courent. Alors, j'opterai pour la seconde hypothèse moins susceptible d'être pénalisée par les temps qui courent, c'est-à-dire l'hypothèse de la bonne foi.
ignorance de bonne foi, malheureusement accompagnée par deux caractéristiques regrettables, l'incompétence entrepreneuriale et ce que je dénommerais la cécité du lendemain. C'est exposé des raisons pour lesquelles je suggère l'idée que les gestionnaires de la société industrielle croissanciste, l'idée qu'ils ne sont pas réellement conscients du fait que leur système fonctionne à perte, cet exposé sera fait en usant de la liberté qui est consentie à tout citoyen, mais pour combien de temps encore? Liberté de livrer une analyse sensiblement différente des exposés officiels, ou encore liberté d'analyser des domaines que la version officielle n'analyse pas. Je veillerai toutefois à user, mais à ne pas abuser de cette liberté, car je n'ignore pas le contenu de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, partie intégrante de notre Constitution, article 11 qui stipule que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, et que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf, naturellement, à abuser de cette liberté. Ceci étant dit, et sans abuser de ma liberté d'expression, et notamment après avoir écarté l'hypothèse numéro 1, cette hypothèse qui pourrait me faire taxer de complotiste, cette hypothèse qui suggérerait que les gestionnaires de la société industrielle croissanciste sont réellement conscients du fait que leur système fonctionne à perte. Je retiendrai donc uniquement l'hypothèse numéro 2, celle de la simple erreur de bonne foi, ce qui, dans l'état actuel du droit pénal, semble me mettre, pour l'instant, à l'abri de poursuites éventuelles. Je suggère donc que cette démarche supposée de bonne foi de la part des gestionnaires croissancistes s'accompagne malheureusement de deux caractéristiques regrettables que je nomme incompétence entrepreneuriale et cécité du lendemain. La première caractéristique, l'incompétence entrepreneuriale. Elle se manifeste notamment par le choix de la comptabilité de flux au lieu d'utiliser la comptabilité de stock. Elle se caractérise et se manifeste également par l'ignorance de l'application des lois physiques dans l'économie. Bon, ce sont des thèmes que nous avons déjà largement étudiés dans les chroniques précédentes consacrées à l'impasse physique et à l'impasse comptable. La circonstance atténuante de la bonne foi pourra néanmoins être possiblement invoquée par ces gestionnaires lorsqu'ils seront mis en accusation dans le futur par un peuple ruiné dans ses finances et ruiné dans ses espoirs. Et cette invocation de la circonstance atténuante de bonne foi sera faite probablement au motif, notamment, que leur imaginaire a été colonisé à leur corps défendant naturellement, et à l'insu de leur plein gré, comme dirait un célèbre coureur cycliste, pris la main dans le sac de Péo, et que leur esprit a donc été colonisé et dopé par les nombreuses injections d'enseignements reçus dans les écoles prestigieuses dont ils sont issus, nous l'avons dit, ENA, X, Centrale, HEC, ESSEC, Sciences Po, etc. La seconde caractéristique déplorable, la cécité du lendemain, synonyme de l'expression plus triviale que tout le monde connaît, la vue pas plus loin que le bout de son nez. Cette seconde caractéristique déplorable sera toutefois plus difficile à pardonner. Elle devrait emporter des sanctions plus rigoureuses. Parce que cet antidon de courte vue n'est en réalité pas innocent, mais il est concentré tout entier sur la ligne de mire fondamentale de tout le système capitaliste croissanciste, l'appât du gain.
Cet objectif unique, l'appât du gain, c'est le moteur de tout type d'action économique au sein de la société industrielle croissanciste, à tel point qu'il constitue la réponse universelle à toutes les recherches causales de l'agir humain et pourrait se résumer à la formule suivante: cherchez où est le profit, vous trouverez la cause de l'action. Considéré sous cet angle, il importe donc peu aux gestionnaires de la société industrielle de chercher à savoir de quoi demain sera fait, pourvu qu'aujourd'hui leur situation soit bonne. Mais alors, à ce stade du raisonnement, et pour revenir encore une fois et toujours à la réalité du déficit énergétique structurel du processus industriel, les citoyens ordinaires que nous sommes peuvent néanmoins être fondés à se poser 3 questions. La première: quel est donc le ressort de cette mystification qui fait que nous dépensons plus d'énergie pour en obtenir moins, et que globalement nous produisons moins que ce que nous consommons? Deuxième question: comment se fait-il que nous ne nous en rendions pas compte? Et troisième question, enfin, comment se fait-il que cela puisse durer? La réponse à ces 3 questions tient en peu de mots. C'est grâce au système financier. Eh bien oui, c'est le système financier qui compense et qui masque le déficit énergétique grâce à des apports de liquidités créés ex nihilo par les banques privées elles-mêmes piliers fondamentaux du système, puisque ce sont elles qui rendent possible la continuation de l'entreprise société industrielle croissanciste malgré son déficit d'exploitation persistant. Mais le problème, c'est que masquer la réalité comptable, ça n'est pas une astuce suffisante en soi, car un déficit, même masqué par un apport en trésorerie permettant de payer les charges externes, notamment les fournisseurs et les salariés, un déficit n'en reste pas moins le résultat d'une activité qui consomme plus qu'elle ne produit. Donc une activité qui ne crée pas d'excédent de gestion. Donc une activité qui met en danger la capacité d'autofinancement et au final tout simplement la survie de l'entreprise. C'est que comme tout gestionnaire pris au piège dans un mode de production déficitaire, les gestionnaires de la société industrielle croissanciste n'échappent pas au spectre du dépôt de bilan. Qu'est-ce que c'est donc que ce spectre du dépôt de bilan? Alors, afin de mieux comprendre cette notion de dépôt de bilan, prenons l'exemple d'un chef d'entreprise ordinaire qui se trouve confronté à un déficit récurrent de son activité et qui constate, quoi qu'il fasse, que ce déficit perdure et que même ce déficit s'amplifie. Que peut-il faire? Alors, ce chef d'entreprise peut soit décider de cesser son activité, soit décider de la continuer. Jusqu'ici, le choix est simple et compréhensible par chacun de nous, même s'il est profane en conduite des affaires commerciales et industrielles. Alors, si ce chef d'entreprise décide de cesser son activité, c'est cela que l'on appelle le dépôt de bilan, c'est-à-dire une procédure où le tribunal de commerce va nommer un administrateur qui prendra les commandes de l'entreprise à la place de l'entrepreneur défaillant et qui tâchera, cet administrateur, de redresser l'entreprise, c'est-à-dire de la gérer de façon à dégager un nouvel excédent de gestion. Nouvel excédent de gestion plus communément dénommé bénéfice. Un excédent de gestion qui va alors permettre à l'entreprise de réduire son déficit cumulé se traduisant généralement par des dettes à rembourser. Si ce qu'on appelle un redressement judiciaire réussit, si ce redressement judiciaire réussit, l'entreprise
pourra alors continuer, généralement avec un nouveau dirigeant. Mais cette issue n'aboutit que dans 5% à peine des dépôts de bilan, car dans 95% des cas, le dépôt de bilan débouche sur une liquidation judiciaire et pas un redressement judiciaire. C'est-à-dire, liquidation judiciaire, une disparition de l'entreprise. Appliqué à la société industrielle croissanciste, ce scénario se traduirait par une mise au circuit, un licenciement des individus gestionnaires croissancistes et par la prise en main de l'économie globale par une autorité souveraine. Dans l'économie ordinaire, cette autorité souveraine, c'est le tribunal de commerce. Et dans le cas de notre économie globale croissanciste, cette autorité souveraine, finalement, ne pourrait être que le peuple défini comme tel, défini comme autorité souveraine, dans l'article 3 de notre Constitution. Alors, placé en situation en quelque sorte d'administrateur judiciaire, le peuple, placé en quelque sorte en situation d'administrateur judiciaire de la société industrielle croissanciste en voie de déficit, proche ou en situation de dépôt de bilan, le peuple se verrait donc assigner la mission de réformer le système économique global pour le faire passer d'un mode déficitaire, le faire passer à un mode bénéficiaire. Et, pour ce faire, de décider si cette action devrait être menée directement par lui-même ou par une nouvelle équipe de gestionnaires qu'il déterminerait, qu'il nommerait. Alors, traduit en termes politiques, ce scénario, ça voudrait dire choisir entre l'option de l'instauration d'une autre forme de gestion sociétale, et pourquoi pas la démocratie directe, ou bien une option de maintien du système oligocratique sous une forme probablement à modifier, certainement, obligatoirement à modifier. Dans tous les cas, le succès, bien sûr, ne serait pas garanti et la tentative de redressement pourrait fort bien se solder par une liquidation, ce qui signifierait en langage médiatique actuel, une liquidation, ça signifierait un effondrement. Mais nous n'en sommes pas là et nous devons plutôt étudier les caractéristiques visibles et cachées de la deuxième option que les gestionnaires croissancistes ont choisie, manifestement, celle de la continuation sans dépôt de bilan, stratégie qui a un autre nom, ça s'appelle la fuite en avant. Car en effet, les gestionnaires de la société industrielle croissanciste se trouvent dans une situation et dans un état d'esprit similaire à ceux d'un chef d'entreprise qui constate le déficit de son entreprise, mais qui décide de continuer l'activité à tout prix et quoi qu'il puisse lui en coûter. Le proverbe qui dit que les forces vont toujours jusqu'au bout de leurs forces, ce proverbe trouve là son illustration la plus aiguë, doublée en la circonstance d'une bonne dose de déni. Le fait que la réalité comptable puisse être masquée aux yeux des actionnaires, c'est-à-dire nous, citoyens de base, par des tours de passe-passe d'écriture, des tours de présentation, tels que ceux dont nous avons abondamment parlé dans les chroniques consacrées à l'impasse comptable, ne suffit pas à régler un problème crucial, celui du manque de liquidité. Et c'est à ce moment précis qu'interviennent d'autres types de stratagèmes que nous allons précisément nous attacher à identifier. Et pour commencer cette investigation, revenons un instant à une question simple. Que doit faire un bon gestionnaire d'entreprise pour résoudre un déficit? Et pour commencer, et dans un premier temps, avant de le résoudre, c'est-à-dire avant de le faire disparaître, que doit faire un bon gestionnaire d'entreprise pour tenter de réduire le déficit? Monsieur de la Palisse répondrait qu'il suffit de transformer un processus économique déficitaire en un processus économique bénéficiaire, c'est-à-dire un enchaînement d'opérations techniques et commerciales qui dégage au bout de la chaîne un excédent de gestion
capable de compenser en montant celui du déficit qu'on a antérieurement accumulé. C'est effectivement la meilleure façon de régler un problème déficitaire, mais c'est surtout la seule. Et pour la bonne raison qu'il n'y en a tout simplement pas d'autre. Restons dans les lapalissades, cela repose l'esprit de temps en temps. Et pourtant, la réalité du comportement des gestionnaires de la société industrielle prouve que face à une situation de déficit d'exploitation avérée et persistant, eh bien, ils improvisent d'autres stratégies que celles qui tombent naturellement sous le sens. Ces gesticulations censées remplacer le retour au sain exercice de gestion, Seul moyen de réduire le déficit, répétons-le inlassablement. Ces gesticulations sont bien connues des entrepreneurs en difficulté qui cherchent eux aussi à s'exonérer des dures lois de l'arithmétique comptable en investiguant du côté de ce que nous appelons les montages financiers plus ou moins sophistiqués, de ce que nous appellerons montage financier. Ainsi, le terme montage financier est lancé, terme que nous pourrions également dénommer artifice financier, stratagème financier, tour de passe-passe, astuce, combine, ficelle, manœuvre, roublardise, subterfuge, tour, truc, et pourquoi pas, après tout, tour de magie. Cette opération magique à laquelle tout gestionnaire en difficulté financière rêve de pouvoir accéder, consiste tout simplement à repousser au lendemain le problème insoluble qui se pose le jour même. Car en l'espèce, les gestionnaires de la société industrielle se trouvent bien confrontés à un problème insoluble, c'est-à-dire une impasse, qui peut se résumer à la possibilité d'augmenter la combustion de leur méga-machine parce qu'elle est alimentée par un carburant dont la disponibilité va inexorablement en diminuant. Ce type de problème est bien connu de certains entrepreneurs ordinaires qui voient leur petite usine qu'ils ont patiemment construite de leurs mains devenir progressivement et irrémédiablement incapable de maintenir sa rentabilité. Et bien bon nombre de ces entrepreneurs aux abois refusent alors la réalité et s'engouffrent dans des dispositifs de fuite en avant dont le seul objectif, c'est de passer l'année en attendant la suivante, puis celle d'après, et ainsi de suite. Ces dispositifs, ils commencent tout naturellement, tout simplement, par la sollicitation d'un prêt bancaire, en maquillant si possible la réalité comptable pour rassurer l'organisme prêteur. Et ça continue par des demandes de crédit fournisseur, accordé ou non. Ce dernier cas, accordé ou non, se transforme en retard de paiement. Ces dispositifs s'enchaînent ensuite par la recherche de nouveaux prêts auprès de nouveaux organismes, d'autres prêts auprès d'autres organismes pour pouvoir rembourser ceux sollicités auprès des premiers organismes. Technique trivialement dénommée cavalerie. Le tout en espérant qu'entre-temps, un miracle vienne rétablir la situation. Un miracle. Or, tous ces dispositifs fallacieux utilisés par certaines entreprises qui ne sont finalement rien d'autre que des filiales de la société mère, la société industrielle croissanciste. Ces dispositifs sont généralement utilisés, ces dispositifs sont également utilisés par la société mère, c'est-à-dire société industrielle globale, à cette différence près toutefois que lorsque c'est l'entreprise filiale qui a recours à ces dispositifs fallacieux, la fin est généralement toute proche, alors que si c'est la maison mère qui en use, les choses peuvent durer beaucoup plus longtemps et nous allons voir pourquoi. Arrivé à ce stade de notre enquête, nous avons donc bien compris
que l'objectif des gestionnaires de la société industrielle croissance 6 n'était pas de régler le problème du déficit de fonctionnement lié à l'impasse physique de leur activité, puisqu'il est, par nature, inéluctable, mais plutôt l'objectif, c'est de faire durer cette situation le plus longtemps possible sans que personne ne s'en aperçoive, dans l'attente soit d'un miracle, soit d'un délai susceptible de couvrir à minima leur durée de vie personnelle, la deuxième option étant la plus crédible. Alors pour ce faire, les gestionnaires de la société industrielle croissance 6 disposent de moyens beaucoup plus puissants et beaucoup plus sophistiqués que les simples petits entrepreneurs ordinaires comme vous et moi par exemple. Alors quels sont ces moyens et comment ont-ils pu les mettre en œuvre? Car une question fondamentale se pose. Si ce déficit camouflé existe bel et bien, comment est-il financé? Comment est-il financé? Alors avant de répondre à cette question, il faut insister sur le fait que l'opération qui consiste à financer un déficit n'est absolument pas synonyme de l'opération qui vise à le réduire, ou encore moins à l'opération qui vise à le solder. Lorsque nous disons financer un déficit, nous parlons tout simplement de la mise en place d'un dispositif qui va permettre à une entreprise de continuer à fonctionner tout en continuant à accumuler du déficit. Mais ça va éviter le dépôt de bilan. Ça va éviter la faillite, du moins pendant un certain temps. En réalité, l'opération consistant à financer un déficit est très proche de l'opération consistant à masquer un déficit. Financer un déficit, masquer un déficit. Disons que la première, le financement de déficit, poursuit un objectif plus technique, visant à rassurer les acteurs internes, alors que la seconde, le masquage, est plus politique et vise tout simplement à tromper le grand public. Alors nous parlerons de toutes ces techniques dans la prochaine chronique, qui sera intitulée « Les artifices financiers de masquage du déficit ».